On distingue deux types de prévention. La prévention secondaire s'applique aux patients qui ont déjà fait une maladie cardiovasculaire. Elle vise à éviter les complications et les récidives. La prévention primaire s'applique aux patients qui n'ont jamais fait de maladie cardiovasculaire. Plus le risque cardiovasculaire du patient est élevé, plus cette prévention est justifiée. Il est donc important de savoir comment évaluer le risque cardiovasculaire. Le risque cardiovasculaire est la probabilité de survenue d'un événement cardiovasculaire majeur, c'est-à-dire un décès d'origine cardiovasculaire, un infarctus du myocarde ou un AVC sur une période donnée. L'évaluation du risque cardiovasculaire se fait généralement chez des hommes de plus de 40 ans ou des femmes de plus de 50 ans. Elle consiste à rechercher les facteurs du risque et utiliser une échelle d'estimation du risque cardiovasculaire telle que l'échelle SCORE de la Société européenne de cardiologie. Un certain type d'imagerie peut aider à évaluer le risque cardiovasculaire, tel que l'écho-doppler des vaisseaux du cou ou le coroscanner. Cette évaluation peut se répéter tous les 5 ans. Voici l'échelle SCORE de la Société européenne de cardiologie pour les régions à haut risque. En connaissant le sexe du patient, l'âge du patient, le statut tabagique, la pression artérielle systolique et le taux de cholestérol, on peut estimer le risque de décès cardiovasculaire dans les 10 ans. Pour l'échelle SCORE, certains pays sont considérés à faible risque, d'autres à haut risque et d'autres encore à très haut risque. L'Algérie fait partie des pays à haut risque cardiovasculaire. En plus des facteurs de risque classiques pris en considération par l'échelle SCORE, tels que l'âge, le sexe masculin, le tabac, l'hypercholestérolémie et l'hypertension artérielle, d'autres facteurs sont importants, tels que les antécédents familiaux, l'obésité abdominale, la sédentarité, le niveau social, la présence d'un stress ou de troubles psychiatriques et la présence de maladies inflammatoires auto-immunes. Vous remarquez que le diabète n'est pas pris en compte par l'échelle SCORE, puisque les patients diabétiques sont considérés d'emblée à haut risque. L'imagerie peut aider à évaluer le risque cardiovasculaire. L'écho-doppler des artères carotides ou des artères fémorales peut mettre en évidence des plaques d'athérosclérose. Dans ce cas, le patient est considéré à haut risque cardiovasculaire. Le scanner coronaire peut évaluer la calcification des plaques au niveau des artères coronaires, calculant ainsi un score calcique qui est corrélé au risque cardiovasculaire. L'imagerie est surtout utile pour les patients à risque faible ou modéré qui n'ont pas atteint les cibles thérapeutiques avec les mesures hygiéno-diététiques et, en fonction des résultats de l'imagerie, le patient va rester dans le risque faible ou passer au risque élevé et dans ce cas, il justifie la mise en place d'un traitement médicamenteux. Contrairement aux maladies infectieuses, où un micro-organisme est la cause d'une maladie, par exemple le bacille de corps est la cause de la tuberculose, et si on tue le bacille de corps par des antibacillaires, on va traiter la tuberculose. Dans l'athérosclérose, il n'y a pas d'agent causal évident, mais il y a des facteurs de risque, c'est-à-dire des éléments cliniques ou biologiques dont la présence ou l'augmentation va majorer statistiquement la morbimortalité cardiovasculaire. Si on prend l'exemple du tabac, plus on fume, plus le risque cardiovasculaire va augmenter. Mais on peut fumer toute sa vie et ne pas faire un infarctus, et on peut ne jamais fumer et faire un infarctus quand même. On distingue deux types de facteurs de risque cardiovasculaire. Les facteurs de risque non modifiables sur lesquels on ne peut pas agir et les facteurs de risque modifiables.
Les facteurs de risque non modifiables sont l'âge, le sexe masculin et l'hérédité coronaire. L'âge est un facteur de risque très puissant, puisque si on prend par exemple un homme de 80 ans, son risque cardiovasculaire est très élevé, même s'il n'a aucun autre facteur de risque. Le sexe masculin est également un facteur de risque, et la maladie athérosclérotique survient en moyenne 10 ans plus tard chez la femme par rapport à l'homme. Mais le nombre total de femmes atteintes de maladie athérosclérotique est presque égal à celui des hommes, et la première cause de mortalité chez la femme, c'est les maladies cardiovasculaires. À noter que le traitement hormonal substitutif n'a pas de rôle dans la prévention cardiovasculaire. On considère qu'il y a une hérédité coronaire lorsqu'il y a un antécédent familial de maladie cardiovasculaire prématurée, c'est-à-dire un infarctus du myocarde, un AVC ou une mort subite chez le père ou un frère de moins de 55 ans ou chez la mère ou une sœur de moins de 65 ans. Les principaux facteurs de risque modifiables sont la dyslipidémie, le tabagisme, l'hypertension artérielle et le diabète. En plus, on a la sédentarité, l'obésité, le régime alimentaire hétérogène et les facteurs psychosociaux. On va essayer de revoir ces facteurs un par un. On commence par la dyslipidémie. On sait que la relation de cause à effet entre le cholestérol LDL et l'athérosclérose est bien établie. La réduction du cholestérol LDL par les statines et si besoin par d'autres médicaments, notamment l'ézetimibe, qui est un inhibiteur de l'absorption intestinale du cholestérol, et les inhibiteurs de la PCSK9, qui dégradent le récepteur hépatique du cholestérol LDL, diminuent le risque cardiovasculaire. L'HDL bas et l'hypertriglycéridémie sont associés à un risque cardiovasculaire élevé, mais ne sont pas considérés comme des cibles thérapeutiques. Donc seul le cholestérol LDL est considéré comme une cible thérapeutique dans la prévention cardiovasculaire. La lipoprotéine A est un facteur de risque héréditaire à mesurer si possible, notamment dans les familles où il y a une forte hérédité coronaire. Cette plaque très importante résume les cibles thérapeutiques concernant le cholestérol LDL selon les recommandations 2019 de la Société européenne de cardiologie. Pour les patients à risque très élevé, on vise un cholestérol LDL inférieur à 0,55 g par litre. Ce sont les patients qui ont un risque cardiovasculaire supérieur à 10% selon l'échelle SCORE. Les patients qui sont en prévention secondaire, c'est-à-dire qui ont déjà fait un infarctus du myocarde ou un AVC ischémique. Les patients ont l'insuffisance rénale sévère, c'est-à-dire avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute, ou bien les patients diabétiques avec plus 3 facteurs de risque cardiovasculaire ou qui ont un diabète compliqué. Pour les patients à risque élevé, on vise un cholestérol LDL inférieur à 0,7 g par litre. Ce sont les patients qui ont un risque cardiovasculaire entre 5 et 10% selon l'échelle SCORE. Les patients ont une insuffisance rénale modérée avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 ml par minute, mais supérieur à 30 ml par minute. Les patients diabétiques avec un facteur de risque ou qui ont un diabète qui évolue depuis plus de 10 ans. Ou enfin, les patients ayant un cholestérol LDL très élevé, supérieur à 1,90 g par litre, ou une pression artérielle très élevée, supérieure à 18/11. Pour les patients à risque modéré, on vise un cholestérol LDL inférieur à 1 g par litre. Ce sont les patients qui ont un risque de 1 à 5% selon l'échelle SCORE, ou les autres diabétiques qui ont un diabète récent qui évolue depuis moins de 10 ans sans autre facteur de risque. Enfin, les patients à risque faible, chez lesquels on vise un LDL inférieur à 16 g par litre. Le tabac est un facteur de risque cardiovasculaire qui favorise l'athérosclérose et la thrombose. En moyenne, il entraîne une perte de 10 ans de la vie du patient, beaucoup plus que l'hypertension artérielle sévère qui ne fait perdre que 3 ans pour le patient, en moyenne. Le risque est dose-dépendant à partir d'une cigarette. Et toutes les formes de tabagisme sont nocives, y compris le tabagisme passif et à un moindre degré la cigarette électronique. Il faut savoir que le risque cardiovasculaire diminue rapidement après l'arrêt du tabac et disparaît presque totalement après 10 à 15 ans.
Concernant l'hypertension artérielle, il faut savoir qu'à partir de 115 mm de mercure pour la systolique et 75 mm pour la diastolique, chaque augmentation de 20 mm de mercure de pression artérielle systolique ou de 10 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique va doubler le risque cardiovasculaire. Et en traitant l'hypertension artérielle, on va diminuer ce risque, on diminue le risque de maladie coronaire, on diminue le risque d'AVC ischémique et hémorragique, et on diminue les risques d'insuffisance cardiaque. Le diabète multiplie le risque cardiovasculaire par 2. La femme est plus sensible à l'effet du diabète puisque son risque cardiovasculaire va être multiplié par 4 si elle est diabétique. Malgré que le diabète est une maladie métabolique, c'est les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité chez le diabétique. Pour diminuer ce risque cardiovasculaire, il faut contrôler la pression artérielle et le cholestérol LDL. Par contre, le bénéfice du contrôle strict de la glycémie sur le risque cardiovasculaire n'est pas formellement démontré avec les anciens antidiabétiques. Actuellement, on dispose de classes d'antidiabétiques dont l'effet sur les événements cardiovasculaires a été démontré, notamment les inhibiteurs du SGLT2 et les agonistes du récepteur du GLP1. Dans le cadre du syndrome métabolique, l'obésité abdominale est souvent associée à une hyperglycémie, une tension artérielle élevée, des triglycérides élevés et un HDL bas. La surcharge pondérale et l'obésité sont associées à une augmentation de la mortalité totale et de la mortalité cardiovasculaire. Donc, l'idéal est de maintenir un BMI entre 20 et 25 kg par mètre carré, ce qui permettra de diminuer la pression artérielle, d'améliorer le profil lipidique et d'améliorer la tolérance au glucose. La sédentarité est un facteur de risque majeur indépendant des autres facteurs de risque. L'activité physique diminue la mortalité cardiovasculaire en améliorant les autres facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie et l'obésité. Il est recommandé actuellement de pratiquer au moins 150 minutes par semaine d'activité physique modérée. Par exemple, faire une marche de 30 minutes pendant 5 jours par semaine. Ou bien faire une activité physique intense pendant 75 minutes par semaine. Par exemple, courir ou faire du vélo pendant 15 minutes sur 5 jours par semaine. Les patients qui ont un niveau socio-économique bas, les patients isolés socialement, les patients soumis à un stress professionnel ou familial, les patients qui ont une personnalité hostile et les patients qui souffrent d'anxiété ou de dépression sont à haut risque cardiovasculaire, puisqu'ils ont tendance à manger n'importe quoi, à ne pas faire d'activité physique et à avoir une mauvaise observance vis-à-vis des traitements prescrits. Le régime alimentaire hétérogène va aggraver les autres facteurs de risque, tels que la dyslipidémie, l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité. Un régime alimentaire équilibré est un élément important dans la prévention cardiovasculaire. Ce qui est conseillé est de diminuer les acides gras saturés, surtout la viande rouge transformée. Il faut éviter les acides gras trans qu'on trouve dans la margarine dure, les viennoiseries, les pâtisseries, les biscuits, etc. Il faut diminuer la consommation de sel à moins de 5 grammes par jour, augmenter la consommation de fibres en mangeant plus de céréales complètes, en mangeant plus de fruits 2 à 3 fois par jour, 2 à 3 portions de légumes par jour également, manger du poisson 1 à 2 fois par semaine et augmenter la consommation de noix non salées. Il faut éviter l'alcool et les boissons sucrées. Une question très importante dans la prévention cardiovasculaire est de savoir est-ce qu'il faut prescrire de l'aspirine ou non chez les patients. Actuellement, l'intérêt de l'aspirine en prévention primaire est très limité du fait du risque hémorragique. Par contre,
En prévention secondaire, la prescription de l'aspirine est systématique. La prévention collective est très importante puisqu'elle s'applique à l'échelle de la population. Elle consiste à lutter contre le tabac, à essayer de réglementer l'industrie alimentaire pour diminuer le contenu en sel, en sucre et en acides gras trans dans l'alimentation. Il faut insister sur l'éducation scolaire et les campagnes d'information et favoriser l'accès au sport et aux zones de plein air.